Donc, mesdames de la DEI qui vont nous parler d'APV. À toi, Étienne, APV. On lance la première diapositive, tous prêts, sur le dispositif d'assistance au projet de vie. Qui propose de réfléchir avec la personne en situation de handicap sur son projet de vie, de réaliser des démarches pour les personnes en situation de handicap, de contacter les employeurs pour les personnes en recherche d'emploi, de rechercher avec la personne des moyens et partenaires adéquats. Qu'est-ce que c'est que le dispositif d'assistance au projet de vie? Oui, on va peut-être vous présenter déjà un petit peu d'une façon générale. Oui. Donc, c'est un nouveau dispositif qui est mis en place sur le département depuis début d'année 2021. Nous, on fait partie de l'association ADEI et on a deux collègues qui font le même métier que nous, qui sont rattachés à Tréma. En fait, c'est suite à une réponse d'appel à projet de l'ARS, où les deux appels à projet ont été retenus. Le choix a été fait un petit peu de travailler ensemble au niveau de ce dispositif sur tout le département, en fait. Je ne vais pas trop loin parce que je sais qu'il y a Merci. Voilà. On est bien rodé à ça. Donc, en tout cas, voilà, ce dispositif est mis en place sur le département suite à une expérimentation menée sur Bordeaux, un petit peu autour de Nice et les Ardennes. Et voilà, c'est quelque chose qui va se déployer de façon encore plus importante puisqu'il parle d'un déploiement national d'ici 2023 en tout cas. Voilà. Dans les grandes lignes. Et donc par rapport à la question, c'est bien ça, c'est bien réfléchir avec la personne en situation de handicap sur son projet. Donc c'est vraiment le projet de vie qui touche tous les domaines. Donc ça peut être la scolarité, ça peut être la formation, ça peut être l'emploi, ça peut être le logement, ça peut être la mobilité souvent, qui revient quand même pas mal sur le département, notamment dans le sud du département. Le lien social. Le lien social qui revient aussi beaucoup suite aux différents confinements où les personnes sont quand même isolées. Voilà, et puis par rapport à la question, voilà, l'objectif c'est vraiment de rechercher avec la personne les moyens et les partenaires adéquats par rapport au territoire, parce que c'est vrai comme sur toute la Charente-Maritime, on ne va pas proposer la même chose à quelqu'un qui est sur La Rochelle et quelqu'un qui est sur Montbrison, il n'y aura pas les mêmes possibilités. Donc c'est vraiment pas faire à la place de la personne, c'est la laisser justement, tout à l'heure quelqu'un parlait du pouvoir d'agir, c'est vraiment ça. Et après avoir, suivant les personnes, le handicap, les aidants autour, voir pour le faire avec la personne, si c'est nécessaire au départ, ou à ses côtés, ou être présent, parce que ça la rassure. Donc effectivement, après, on ne réalise pas les démarches directement, même s'il peut y avoir une petite subtilité. L'idée est vraiment de remettre le pouvoir d'agir des personnes, et que si les personnes ne sont pas du tout en capacité, ben voilà, comme le précisait Amélie, on peut faire la démarche avec elles. L'idée est vraiment qu'il y ait un retour un peu de cette autonomie. Il y a des tranches d'âge de départ. Vous verrez. Juste après. Donc en tout cas, vous intervenez sur tous les champs, effectivement, qui peuvent concerner une personne en situation de handicap. Et sur quelle durée? Alors, il y a c'est bon, il y a Il n'y a pas de durée d'accompagnement, en fait. Quand la personne contacte le dispositif, non, je ne dis pas. Non, mais il y aura juste une signature de charte avec la personne. C'est une charte de coopération, c'est pas un contrat, donc il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Et la personne va s'en saisir ou non, suivant des moments donnés dans sa vie ou dans les parcours des personnes, arrêter de s'en saisir et puis nous rappeler quelques mois, quelques années après, il n'y a pas de fin, à part si la personne demande à sortir du dispositif.
Et voilà, c'est un dispositif qui est vraiment simple et accessible. Voilà, il n'y a que cette charte de coopération en démarche administrative et la sortie se fait sur un courrier tout simple de la personne. Enfin voilà, il n'y a pas un engagement. En tout cas, on présente le dispositif, on explique bien aux gens qu'après ils adhèrent pas, c'est en fonction de ce qu'ils souhaitent. Et ça peut être effectivement un accompagnement autour d'un projet, le mettre en œuvre pour différentes raisons, ou parce que le projet aboutit, ou parce qu'ils sont plus en capacité un petit peu d'élaborer, de réfléchir autour de tout ça, et puis nous revenir vers nous quand ils le souhaitent. On peut mettre le dossier entre guillemets en veille et revenir à n'importe quel moment. Et où est-ce que vous les rencontrez? Où les gens veulent. En fait, c'est vraiment un dispositif. Alors nous, on l'a pas encore fait, mais ça s'est fait dans les expérimentations, effectivement, d'aller au café avec la personne parce qu'elle était plus à l'aise, et ça permet aussi de reprendre une sociabilisation, d'être avec d'autres personnes en parallèle. Donc c'est vraiment très souple, c'est au cas par cas. On n'a pas de marche à suivre, on a des gens qu'on rencontre à domicile, il y en a qui vont préférer venir dans nos locaux. Donc nous on est rattachés sur Saintes au niveau de l'IME Les Coteaux, derrière la clinique Richelieu. Nos collègues de Tréma sont sur Périgny et on fait aussi des accueils dans des mairies. C'est aussi une possibilité. Ou des locaux les collègues de Tréma, on reçoit des fois dans d'autres locaux de Tréma, entre autres à Saint-Jean, je sais qu'elles le font, donc voilà. C'est très adaptable, donc à partir. Il y a une question sur la RQTH ou je peux en poser une? Et la pose pas. Je ne la pose pas. On la pose pas. D'accord. Moi, alors mon avance, tu dois parce que sinon. Et la prochaine, c'est bon, il y a pas trop de temps à passer. Ah, mais Dani remonte. Allez, c'est parti. Je peux bénéficier d'APV si j'ai une RQTH milieu ordinaire, j'ai une RQTH milieu protégé, je n'ai pas de RQTH, je suis mineur, je ne suis pas en situation de handicap. Ce sont les pieds. Donc là, effectivement, je peux bénéficier d'APV si j'ai une RQTH milieu ordinaire, j'ai une RQTH milieu protégé, je n'ai pas de RQTH ou je suis mineur. Donc la seule exception, c'est si la personne n'est pas en situation de handicap. Sinon, on peut intervenir. Donc les tranches d'âge, c'est de 0 à 110, 120. Du moment que la personne est en situation de handicap. Il n'y a pas du tout de restriction par rapport à ça. Donc on voit que les personnes nous contactent souvent à l'annonce d'un diagnostic pour les parents, par exemple, qui découvrent la FDPH, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, tout ça. Ça, il y a des âges charnières qui ont été repérés par l'expérimentation. Donc effectivement, l'annonce d'un diagnostic, l'entrée à l'école maternelle, puis le passage en primaire, au collège, et puis ensuite pour les 16-25 ans, les 18-21, les changements de statut aussi. Et après, là, on a aussi pas mal de personnes qui appellent, c'est des parents vieillissants, qui avaient leur enfant à domicile et puis qui se questionnent, là, dans le contexte actuel, demain, 6 mois, je ne suis plus là, je ne veux pas que la fratrie s'occupe du fils ou de la fille. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qui existe. Voilà, donc il n'y a pas de restriction sur l'âge. Ouais. Surtout que la particularité, on accompagne, on parle beaucoup de la personne en situation de handicap, mais on est là, nous aussi, c'est un dispositif qui est ouvert auprès des familles. Donc en fait, l'idée, ça peut être aussi un soutien de famille avec une personne, un enfant ou un aidant, avec une situation de handicap, quel qu'il soit, et qui a besoin, elle, d'un soutien. Voilà, on ne travaille pas en lien avec la personne en situation de handicap. En fait, il y a un petit peu cette particularité-là également. Et vous travaillez en relation avec les travailleurs sociaux, comment ça se passe la cohabitation, si je puis dire? Notre interlocuteur, c'est la personne en situation de handicap, sa famille en fait. Nous, l'idée, c'est vraiment que eux puissent au final porter leurs projets, puissent eux les changer avec les différents partenaires. En fait, on n'est pas censé avoir d'interaction avec les autres intervenants et partenaires.
Alors, à part si la personne nous demande, par exemple, d'être présent, par exemple, à une équipe de suivi de scolarisation, c'est arrivé, ou la famille n'arrive pas à porter son projet ou à exprimer son projet, où on établit en amont les éléments qu'ils veulent qu'ils soient dits lors de cette instance, ils le disent ou pas, et s'ils ont besoin, on est là en soutien, en fait. Et l'objectif, c'est vraiment d'être en lien avec la personne et sa famille. On peut, on a eu le cas, par exemple, rencontrer un tuteur parce qu'on a une personne qui souhaite élaborer sur son projet. Et en fait, elle a souhaité que le tuteur soit présent pour qu'on puisse clarifier des choses sur l'aspect financier, parce que la personne ne savait pas nous l'amener, était un peu perdue par rapport à ça. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. On a d'autres personnes qui sont sous mesure de protection, qu'on n'a pas rencontré, ni le tuteur ni le curateur. Ils ont fait part qu'ils souhaitaient rentrer dans le dispositif, mais voilà, ça s'est arrêté en fait. On a pu accompagner des personnes dans le cadre d'un GEM, dans le cadre de Messidor aussi, où j'étais présente à l'entretien, mais j'ai rien dit, à part quand la personne m'a interpellée en me disant mais au fait ce qu'on avait dit, est-ce qu'il manque des choses, voilà. Mais c'est vrai que c'est une posture différente, on n'est plus en lien avec les partenaires. On est là en soutien, en soutien de la personne. C'est vraiment cette idée de soutenir. Un soutien qui s'inscrit dans le temps, qui peut durer à toute la. Exactement. Ça. Donc ça veut dire un projet sans fin. Alors c'est parce qu'en fait on se rend compte qu'on peut avoir un projet et c'est pas si simple que ça déjà de poser un projet. En fait l'idée c'est qu'on est là aussi dans la réflexion de façon générale. On a plusieurs personnes qui nous ont interpellés par exemple pour un projet de déménagement, on en a eu beaucoup, de logement. Et en fait, on se rend compte que c'est trop tôt. Ils sont pas prêts à aller là-dedans. Et en fait, c'est juste nous, par l'entretien qu'on peut avoir avec les personnes, où on questionne un petit peu pour essayer de clarifier justement le projet, où de même, ils se rendent compte, ben non, oui, là, je peux pas, j'ai d'autres choses à avancer. Enfin, moi, j'ai une dame qui était là-dedans et qui me dit, ben non, en fait, je suis pas prête à changer parce que je suis déjà pas à l'aise dans mon environnement et si je déménage, ça va rien changer. Enfin, j'aurai toujours les mêmes difficultés à aller vers les gens, à échanger. Donc, sa demande de projet initialement qui était autour du logement, mais en fait on travaille autre chose maintenant, on travaille pour qu'elle aille vers l'associatif qui correspond à sa demande. Mais voilà, donc le projet, oui, un projet peut être sans fin, mais un projet peut aussi assez facilement varier, quoi, voilà. Oui, ça se parle. Et on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés par rapport à l'emploi ou des choses comme ça. Et en fait, dès les premiers entretiens, on s'est rendu compte que, non, pour l'instant, parce que nous on n'est pas experts dans l'emploi, au contraire, on va les mettre en lien suivant l'âge, avec la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, tout ce qui existe. Mais en fait, non, ils n'en étaient pas du tout là. Comme ça, c'était, oui, le projet l'emploi. Et en fait, on s'est rendu compte que la mobilité, déjà, le territoire était très serré, qu'il y avait d'autres choses, notamment le lien social, d'autres choses qui entraient en compte avant d'arriver à l'emploi. Et comment vous travaillez la mobilité sur un territoire comme celui de Mont-Lyon, par exemple? Très bonne question. On voit que ça les intéresse. On n'a pas de baguette magique et on se rend compte aux mêmes freins. Et c'est vrai qu'on exprime bien pendant les présentations et notamment aux personnes qu'à un moment, il y a ce qu'il y a sur le territoire et que forcément, s'ils sont sur ce territoire-là, à ce moment-là, il y a des choses qui bloquent. Enfin, il y a des freins que nous, on ne pourra pas débloquer. Après, ça peut être une réflexion. On a des fois des personnes qui ont des difficultés pour sortir de chez elles. Ça peut être réfléchir sur une éventualité d'ouverture de droit sur une PCH avec un accompagnement, quelqu'un qui peut l'aider à sortir. Enfin voilà, des choses comme ça. L'idée, c'est de réfléchir à ce que la personne peut ne pas avoir pensé, aussi bien valoir ses droits, mais effectivement, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de solution plus que ce qui existe. Mais par contre, oui, du coup, une connaissance, ne serait-ce que de ce que propose la MDPH. On a cherché l'autre jour avec une collègue quelque chose de très spécifique sur de l'appui dans la vie quotidienne, et c'est vrai qu'on a cherché parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Et que du coup, on a effectivement trouvé ce qu'on cherchait sur le dossier MDPH, mais c'est vrai que c'est pas automatique. Donc vous intervenez, vous avez certainement une connaissance du coup. Alors, la connaissance, on peut l'avoir de par nos parcours, aussi au fur et à mesure de ce qu'on va découvrir, mais l'idée, c'est vraiment qu'on n'ait pas une position d'expert. C'est vraiment de pouvoir chercher avec la personne. Enfin voilà, en tout cas, dans notre formation, on ne nous demande pas d'être expert dans un domaine et de connaître tout ce qui existe.
on peut effectivement dire à la personne, écoutez, on va chercher, comment vous voulez qu'on procède, est-ce qu'on fait une recherche au prochain rendez-vous, j'amène des choses, enfin voilà. Et en fait, on n'a pas de réponse toute faite pour rien, parce que c'est ça qui est un petit peu... Puisque les domaines sont quand même très nombreux, l'âge aussi. Donc forcément, on ne peut pas avoir une connaissance, voilà, on est de profils différents, on a des parties différentes, et après, on va questionner les personnes sur cette et ce qui évolue aussi. C'est vrai qu'il y a des choses qui existent à un moment donné, qui n'existent plus, qui changent de nom. Enfin, donc, c'est aussi aider les personnes. Voilà, je sais pas, oui, ça existait, ça n'existe plus, qu'est-ce qui existe à la place? Et du coup, question subsidiaire. Il me semble que c'est un nouveau métier, du coup, assistant avec une formation. Est-ce que vous parlez de formation? C'est une formation spécifique, assistant. Oui, tout à fait. C'est porté par le CNAM actuellement, donc le CNAM de Bordeaux. Là, il y a déjà eu 2 sessions de formation, donc, qui a commencé en juin l'année dernière et une en mars, qui va se terminer là, le mois prochain avec validation d'écrit. On a fait des stages auprès d'APPV, puisque les premiers APPV, en fait, c'est le raccourci de notre métier, pardon, assistant projet et parcours de vie. Et nous, on a fait le choix de APV, en fait, pour simplifier, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Enfin, voilà. Ça veut dire assistant? Nous, le métier, en fait, c'est assistant au parcours, au projet et au parcours de vie. D'accord. Voilà. Mais, et le dispositif s'appelle dispositif APV. Mais dans d'autres endroits, par exemple à Nice, ça ne s'appelle pas APV, ça s'appelle facilitateur. Donc là, il y a des choses au niveau national qui doivent arriver, et justement, peut-être emmener une direction commune nationale, mais pour l'instant, c'est pas ça. donc voilà, donc c'est vrai que sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a notamment Limoges, Bordeaux, Agen et Pau. Donc on pouvait faire nos stages là-bas avec des personnes plus expérimentées, puisque depuis 2015, 2016, 2019, mais c'est quand même tout récent. Voilà. Il y a un DU qui avait lieu sur Limoges, et puis là maintenant les formations par le CNAM de Bordeaux, et là le CNAM de Paris aussi a commencé. On est plus sur une certification, mais là a priori les formations se multiplient un petit peu en lien avec le déploiement qui est projeté de façon nationale. Et je repense à votre exemple de la personne qui va intégrer un ESAT. Du coup, alors nous accueillons des personnes qui ont des orientations mieux protégées et qui souhaitent du coup aller en milieu protégé, mais avec parfois des délais sur plusieurs années. Est-ce qu'entre les deux, du coup, vous pouvez accompagner justement à tout ce qui est autour de ça? Parce que ça c'est une chose, mais imaginez qu'il n'y a pas que ce projet-là du coup de vie. Du coup, voilà, vous pouvez faire le relais. Ça, c'est des choses qu'on a aussi, des personnes qui sont sur les listes d'attente, que ce soit en CESAT, que ce soit en réfléchir à d'autres possibilités que voilà ce qui peut être un peu. Et les intermédiaires, le temps que ça puisse se mettre en place. Mais aussi aider, je vous ai contacté il n'y a pas très longtemps pour une jeune femme qui du coup a été accompagnée, Céline, j'avais échangé avec toi, accompagnée toute sa scolarité parce qu'il y avait des 10 et où du coup elle devient majeure et il n'y a plus rien, tout s'arrête et à aller vers cette RQTH pour pouvoir, sauf que j'arrivais pas à y mettre les mots et du coup je vous avais appelé savoir si c'était possible comme elle ne l'avait pas et vous m'aviez dit que du coup oui il y avait moyen de... Elle est partie sur autre chose mais elle l'a toujours en tête donc enfin, c'est bien aussi de se dire parce que nous on a aussi du mal à ce que les jeunes arrivent à aller, c'est dur à faire d'aller déposer un dossier auprès de la NDPH pour obtenir cette RQTH. Ça n'a pas un caractère obligatoire oui, mais justement, c'est justement pour aller vers la RQTH, c'est que du coup c'est compliqué, on a des publics pour qui c'est pas facile de faire la démarche d'aller vers. Et du coup, peut y avoir un appui, enfin, on vous a appelé. Après, c'est moi que vous avez vu, hein, donc effectivement on avait échangé. Nous, on va où la personne veut aller. C'est ça. Si effectivement elle est en situation de handicap et qu'elle nous dit mais moi je ne veux pas que ce soit reconnu, je ne veux pas faire valoir des droits à ce niveau-là et je ne veux pas aller vers une RQTH, ben forcément on n'ira pas puisque c'est son projet, c'est elle qui va choisir l'axe qu'elle veut prendre sur sa vie, hein, tout simplement. Donc après, c'est vrai que ça fait partie des possibilités qu'on peut évoquer avec elle au fur et à mesure des entretiens en fonction de ce qu'il va y avoir comme apport dans l'entretien. Mais effectivement, lorsqu'il s'agit par exemple d'un handicap visuel, auditif, etc., bon, on arrive à appréhender, on voit à peu près dans quelle mesure on peut travailler, même si la personne n'a pas une RQTH. Et si c'est un outil de handicap moins visible, comment fonctionner? Est-ce que la personne est véritablement en situation de handicap?
il y a une espèce de flou artistique qui m'inquiète un petit peu. Où va-t-on? Parfois, est-ce qu'on ne déborde pas un peu par rapport aux travailleurs sociaux, collectivités locales, départements, et le travail qui est mené? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en porte-à-faux? Est-ce que la personne est vraiment une personne qui serait dans cette demande d'assistance de projet de vie? Enfin, les choses ne sont pas très claires pour moi, pour l'instant. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est en plus un projet qui s'inscrit qui peut s'inscrire sur le très long terme. Donc ça veut dire quelle est la nature même du projet? Un projet, pour moi, il y a une finitude dans un projet. Autrement, c'est pas un projet. Je ne vais pas dire c'est n'importe quoi. Je ne vais pas avoir ce propos, mais on est dans le flou artistique. Quel est le but? Quelle est la finitude? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il faut atteindre? Parce que c'est comme ça qu'on construit aussi un accompagnement. Et en plus, cet accompagnement qui peut être aussi un peu en concurrence, en porte-à-faux par rapport à d'autres accompagnements qui existent certainement. Scolaire ou pas scolaire, mais aussi un accompagnement social, déjà en place. Alors c'est là après comment c'est que... Après, c'est complémentaire à ce qui existe déjà, hein. On n'est pas là pour remplacer. Oui, mais la complémentarité, c'est par rapport à un existant. On est complémentaire par rapport à un existant. Et les choses sont bien réparties quelque part. Et pour ça, il faut que les choses soient tangibles, que les choses soient vraiment concrètes. Nous, c'est que le projet peut être tellement général que... C'est un parcours de vie. C'est ça. Sur le parcours de vie, je pense. Il y a plusieurs projets, dans un parcours de vie, il y a plusieurs projets. Et ça n'empêche pas, là par exemple, dans le cadre du stage à Bordeaux, j'ai accompagné une APPV qui est là depuis 2015, donc c'est la plus ancienne sur la Nouvelle-Aquitaine. Elle a accompagné la petite fille du coup et ses parents dans le cadre de SS, donc à l'école maternelle, et puis à l'école primaire, et puis au collège, sauf que les intervenants, tout le monde a changé, mais elle est restée. Et les personnes, quand on leur dit mais non c'est pas possible, on ne peut plus accueillir votre enfant. L'inclusion scolaire, oui d'accord, on devrait, mais non, c'est 1 heure dans la journée, et encore, donc elle a dit, attendez, à la MDPH, il y a ça, on peut demander une AESH, donc l'AVS, une AESH individualisée maintenant, on peut demander ça, et en fait la maman expliquait, mais quand toutes les portes se fermaient, et la PPV, elle allait chercher, et elle disait, tiens, ça, on peut peut-être essayer ça, et du coup elle est restée en fil conducteur sur les différentes années. Et il y a eu différents projets pour cette petite fille, puisque l'école au début était impossible, on leur disait mais non, vous vous rendez pas compte, avec le syndrome qu'elle a, elle crie, elle bave, voilà. Et aujourd'hui, elle est encore à l'école, sur des matinées, avec du travail avec la mairie qui a été fait pour les repas, notamment à la cantine, enfin tout plein de choses où la maman dit mais moi j'en peux plus, j'ai pas que cet enfant, j'en ai d'autres, j'ai l'impression qu'à chaque fois on me dit non, la porte se ferme, et c'est très violent pour moi parce que c'est mon enfant. Alors que des fois, elle disait, la PPV, on appelle ensemble, là c'est vous qui parlez parce que moi c'est sûr que de toute façon j'aurai pas de réponse ou j'aurai pas, ou c'est vous qui allez vous prendre la porte et c'est pas moi, vous allez me le ramener autrement. Et pour les parents, et on a des parents notamment plus vieillissants, qui ont bataillé pendant 30 ans, et là ils n'ont plus envie de batailler en fait. Ils ont envie que quelqu'un prenne le relais pour eux, que leurs mots soient dits par contre, mais que la PPV prenne le relais sur un point ou quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai que j'entends ce que vous dites par rapport au projet. On est sur le projet, voilà, il y a des objectifs, il y a des moyens, il y a une finalité. Là c'est un petit peu différent, parce que c'est sur le projet de vie de chaque individu. Quand on nous dit, nous en formation c'est la première chose qu'on nous fait faire, bon alors votre projet de vie c'est quoi? On ne sait pas à quoi répondre le projet de vie, vous parlez de quoi? Du travail, souvent on se met par rapport au travail, ou par rapport à la famille, chacun avait son visuel. Nous, on parle globalement, ce que ça engendre, et donc je pense que c'est d'avoir quelqu'un qui peut aller ouvrir des portes ou essayer, ou c'était ça pour quelqu'un qui voulait faire de la boxe. Maman disait mais non, il veut faire de la boxe, moi j'y crois pas du tout à son projet, enfin c'est n'importe quoi avec son handicap. Et puis la PPV a été regardée sur le territoire du Limousin, ce qui existait, ce qui était possible, où les personnes étaient sensibles à ça. Et il a pu faire des essais, il a pu faire des choses qui ont été possibles, alors que les parents n'y croyaient pas, ou n'y croyaient plus, ou à ce projet-là spécifiquement. Donc effectivement, ça peut paraître flou. Après, nous, c'est quelque chose qui arrive juste sur le territoire. Je pense qu'il faudra faire le point dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. La mission locale de santé nous a pas mal contactés avec les personnes où on donnait nos coordonnées à la personne, et on a pu voir ensemble est-ce que ça correspond, est-ce qu'effectivement, il faut que la personne soit quand même partie prenante. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'on demande que les personnes nous appellent, ou alors nous appellent avec quelqu'un de la mission locale ou quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que ça ne va pas tenir
si c'est porté uniquement par quelqu'un de Cap Emploi ou quelqu'un, voilà, nous on se met en lien, mais si la personne elle vient pas au rendez-vous, donc c'est vrai que ça, et c'est engageant de parler de son projet de vie, de parler, c'est vrai que les gens nous appellent pour un axe et finalement on se rend compte, bah, on n'y est pas tout de suite à cet axe-là. Il y aura un petit peu déjà se connaître, voir où ils en sont, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas. Oui, puis on a une notion de temps différente des travailleurs sociaux plus classiques, on va dire. Je veux dire, on a un rendez-vous avec l'assistante sociale assez rapidement, il faut être dans le pourquoi on est là. Bien sûr qu'il y a un pourquoi ils sont là, mais ça peut être une réflexion très générale. Il y a eu des situations où les gens, oui, avaient entendu parler du dispositif, voulaient réfléchir à leur projet de vie, mais sans trop savoir vers quoi partir, qu'est-ce qui pouvait leur convenir. Donc c'est ça, c'est prendre du temps aussi pour se poser, élaborer, réfléchir à tout ça, que malheureusement c'est une réalité, beaucoup de professionnels n'ont pas ce temps d'accompagnement. Et puis les modalités, nous effectivement, arrête-moi si je me trompe Odile, mais on ne peut pas faire nos entretiens au café par exemple. Et pourtant, Dieu sait si ça, du coup, si ça peut effectivement amener changer des choses, bien sûr, changer des choses dans la relation. Et moi je pense à une situation du coup, dont on a parlé, quand on est arrivé, un jeune homme qui va avoir, qui a ou qui va avoir un accident, je ne sais plus, qui pourtant est orienté par Pôle emploi en PPAE, donc voilà, l'emploi on a essayé différentes choses, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a d'autres choses à voir autour. Et effectivement, l'intemporalité pour nous, c'est fini. Hein. Et donc, merci parce que c'est un relais qui du coup apporte cette c'est pas institutionnel comme on peut aussi, il n'y a pas les mêmes attentes, je pense, en tout cas, les attentes que se représentent les personnes qui poussent la porte de la mission locale. Je crois que c'est ça, la plus-value du coup de votre... faut qu'on... Je ne fais pas de pression. Un peu de 2 minutes pour la fin de la présentation. Tous faussaires, mais il ne reste plus qu'une question. Alors soyez très vigilants, réactifs. C'est notre dernière chance. C'est ça. Bénéficier d'APG. Je dois en faire la demande auprès de la MDPH, je peux en faire la demande auprès de mon conseiller mission locale, je peux contacter directement la structure, je dois obligatoirement en faire la demande à mon conseiller Pôle emploi ou Cap emploi. J'ai une question tout en subtilité. Parce qu'ils font tellement de choses que je n'arrivais pas à trouver de réponse pour les trois. Bon, là, quel talent pour finir. On a bien écouté. Hein. Ça a été coulé. C'est temps que ça s'arrête. Ça te stresse? Tu as bien suivi les consignes d'Étienne, privilégier d'avoir les bonnes réponses plutôt que la rapidité. C'est le côté positif. Donc oui, on a un petit peu expliqué déjà les différents points. Alors c'est vrai que on a déjà eu des échanges avec des professionnels pour savoir s'ils pouvaient conseiller le dispositif à des personnes derrière. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. On a eu des appels de personnes avec des professionnels ou voilà, juste la transmission du flyer et la personne qui revient vers nous.